Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. C'est déjà le début de la quatrième saison de Xamcast. Qui aurait cru au moment de commencer l'aventure qu'on serait encore là après quatre saisons? Eh bien oui, nous sommes encore là. Après une courte pause estivale aussi hein, pour nous, on est d'attaque pour cette nouvelle saison de Neuchâtel Xamax et du coup cette nouvelle saison de Xamcast. Alors avec moi pour l'ouvrir cette saison 4, eh bien j'ai l'honneur d'avoir Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, comment vas-tu? Je vais bien, ouais, merci beaucoup. Alors, la pause estivale pour le football, c'est terminé, mais on est encore de loin pas à la fin des vacances, hein, donc la présence des animateurs va être un petit peu aléatoire. En tout cas, je pense que jusqu'à mi-août, fin août. Mais voilà, on va quand même vous proposer du Xamcast. On se voyait pas non plus démarrer la saison de Xamcast après 5 ou 6 matchs de championnat. Donc c'est pour ça on est là ce soir. Alors, au sommaire de cet épisode, eh bien, on va débriefer le premier match de la saison qui nous a opposé au néo-promu, le SC Kriens. Et puis ensuite, on parlera aussi de notre, prochain match qui nous emmènera du côté du canton de Saint-Gall. Voilà, Osvaldo, j'espère que tu es prêt et tu es chaud pour attaquer cet épisode? Mais toujours. Alors, allons-y, on passe tout de suite à la première partie. Premier match, de championnat pour les championnats suisses, hein, la Challenge League mais également la Super League ont repris leurs droits, ce week-end et puis pour nous, c'était donc la réception du néo-promu, le SC Kriens, hein, qui n'est pas une équipe complètement inconnue, hein, dans le paysage du football suisse, Osvaldo. Même si là, ils ont, après leur, très, très difficile saison, il y a maintenant quoi, 3 ou 4 saisons, hein, le SC Kriens qui a végété quelques années en Challenge League et puis en Promotion League, pardon, et puis là, ils se sont promus au terme de la saison passée, après une saison, on va dire, quand même relativement bien maîtrisée. Hein, de la part des Lucernois, ils ont été en tête quasiment de bout en bout. Oui, oui, pour moi qui suis disons les bonheurs et les malheurs et les aventures des clubs vaudois dans cette Promotion League, c'est vrai que Kriens a été assez souvent, enfin de la plupart de la saison un peu hors de portée de ses poursuivants et finalement a obtenu une promotion assez méritée dans l'ensemble. Ouais. Et puis, voilà, le SC Kriens qui arrive là en Challenge League, a été relativement discret, hein, d'un point de vue du mercato. Ils n'ont pas non plus fait des folies. On va dire, ils ont joué un peu sur la continuité et puis l'euphorie, hein, Osvaldo, de la promotion. Ils sont pas allés chercher énormément de joueurs confirmés de Ligue au-dessus. Hein. Bah non, bon, en même temps, j'imagine que tu ne peux pas dépenser l'argent que tu n'as pas. Donc, à un moment donné, je pense que pour ce genre de club, c'est un peu une contrainte aussi, quelque part. C'est assez particulier parce que Kriens, c'est quand même un, un, un club de tradition en Suisse, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils vivent aussi avec la réalité des années 2020, quoi. C'est vrai que la dernière saison qu'ils font, déjà en Challenge League, ils avaient fait le record à ce moment-là négatif du nombre de points en une saison. Ça avait vraiment été le candidat numéro un à la relégation toute la saison. Puis ça a quand même mis 5 ans pour remonter. Ça veut Ouais. un peu tout dire. Effectivement. Et puis, un petit mot de mercato. Alors, on va pas faire un débriefing complet du mercato parce que celui-ci n'est pas terminé, hein, on le rappelle. Les joueurs internationaux jusqu'au 31 août, si je me trompe pas, et puis encore quelques semaines supplémentaires pour les joueurs nationaux. Donc, loin de nous l'envie de faire un bilan complet. Ce qu'on peut dire, Osvaldo, quand même, c'est que on est quand même relativement éloigné des 70 on va dire, annoncés par le président dans la presse de joueurs conservés à la fin de la saison. On a de nouveau eu un brassage quand même assez important.
Oui, oui, et puis donc brassage au niveau numéraire assez important, et puis il faut aussi dire une chose, c'est qu'on se rappelle beaucoup mieux du nom des joueurs qu'on a perdus, ou en tout cas, on est plus là à être marqué par le nom des joueurs qu'on a perdus que les joueurs qu'on a recrutés, puisqu'on a quand même, on a quand même dû se séparer encore une fois, hein, d'éléments relativement importants, puisqu'on a perdu nos deux meilleurs attaquants, Demachai et Koné, ainsi que Jesse Autier. Et c'est vrai que notamment ce qui est arrivé en renfort, en remplacement sur le plan offensif, demande encore à connaître des preuves finalement du niveau que ça peut apporter. C'est vrai que, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on commence cette nouvelle saison avec énormément d'interrogations, mais en même temps, comme je le disais juste avant, ça devient une triste habitude enfin, du règne, on va dire, à la tête de ce club de notre actuel propriétaire. Oui, bah, quand même, hein, Edin Omeragic, Lavdrim Maïroulaou, Yoann Epito, et puis les 3 personnes que tu mentionnais, Jesse Odié, Shelkim Demassai et Koro Koné. Ça fait quand même, beaucoup de départs, hein, pour cette équipe, des départs majeurs. Il y a eu quelques départs, on va dire, de joueurs un tout petit peu moins importants de l'effectif. Donc voilà, un gros, gros brassage et puis on s'attendait quand même à un Xamax relativement expérimental, pardon, Osvaldo, d'autant plus qu'il y a eu un autre changement majeur à l'intersaison, c'est le départ d'Anthony Breza et l'arrivée de Bruno Berner en tant que coach, principal. Donc voilà, forcément, nouveau coach, beaucoup de brassage dans l'effectif. On s'attendait pas à une équipe rodée, hein, Osvaldo, pour ce match. Ben non, c'est-à-dire qu'il a eu finalement que la préparation estivale qui est relativement courte en Suisse, plus quelques matchs amicaux pour mettre en place ce qu'il voudrait mettre en place. Et c'est vrai que, ben voilà quoi, c'est un nouvel entraîneur avec autant de nouveaux joueurs dans l'effectif. Ça demande comme d'habitude du temps à être mis en place tout ça. Effectivement. Alors Bruno Berner avait choisi d'aligner l'équipe dans un espèce de 3-4-2-1, hein. C'est une formation assez inédite qu'on n'avait jamais vraiment vue du côté de Neuchâtel Xamax. Et puis, bah, le premier enseignement, c'était le choix des 3 joueurs qui composaient la charnière centrale. On avait de droite à gauche Modibo Camara, Eris Abedini et Michael Facchinetti. Léo Seydoux et Jonathan Fontana en tant que piston. Au milieu du terrain, Romain Bayard et Baba Diomandé. Ibrahima Keita et Moulay devant eux, et puis Vincent Vendo comme seul attaquant de pointe. Alors, premier constat qu'on a pu faire, Osvaldo, c'est que c'était quand même un système assez mobile, hein. On a vu quand même que, par exemple, en position plus défensive, on avait Seydoux et Fontana qui reculaient, et puis Abedini, hein, dans un triangle avec Bayard et Diomandé, et puis Camara et Facchinetti qui fonctionnaient vraiment comme les 2 défenseurs centraux. C'était un système pas complètement figé. C'est clair. C'est clair qu'on a eu droit à plus de mobilité que d'habitude, mais effectivement, enfin, finalement, ça nous a servi sur ce premier match puisque ça nous a permis de bien surprendre nos adversaires, mais ouais, un peu plus modulable que d'habitude. Effectivement, et alors l'effet de surprise, il a été extrêmement rapide. Il fallait pas du tout arriver en retard à la Malédière, hein, Osvaldo, puisque après à peine 1 minute de jeu, c'était l'ouverture du score. Alors ça part d'un ballon dans les pieds de Nwendo, qui le récupère assez haut, hein, dans son propre camp. Mais alors là, on va quand même déjà souligner le comportement de la défense de Kriens. Osvaldo, alors tant mieux pour nous, mais c'est pas possible de jouer aussi haut comme ça en défense à ce moment-là du match. Pour rappel, au moment où Nwendo fait la passe pour Bayard, on est à 1-10 au chrono. C'est une contre-attaque de fin de match quand tu essaies de revenir au score, ça. Bah ouais, non mais puis en plus de ça, nous on a souvent l'habitude, hein, d'offrir ce type d'espace-là à nos adversaires, donc quand ça nous arrive, on va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai qu'on va être un tout petit peu honnête, on a pu nous-mêmes, hein, avoir ce type de repli défensif ces dernières saisons, mais ça c'est typiquement déjà des signaux d'équipe qui doit faire d'une équipe qui doit faire de gros 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 réglages, quoi.
Mais effectivement, quand le seul défenseur central est là et puis qu'il y a trois, quatre attaquants. Alors après, il y a les autres qui reviennent un peu parce que Bayard, il va pas non plus à 300 à l'heure, mais parce qu'il attend du soutien. Mais voilà, c'est quand même un peu coupable de la défense lucernoise. Et puis ensuite, il décale bien Moulay sur la gauche et là, El Iridon dans ce genre de position. Il faut pas lui laisser trop de temps, hein, Osvaldo, il transforme souvent en but et là, frappe sèche du gauche dans le petit filet opposé. 1-0. Alors, je pense que même dans ses meilleurs rêves, Bruno Berner et ses joueurs n'auraient pas imaginé prendre l'avantage aussi rapidement dans ce match. Mais voilà, c'est 1-0. Et puis, à partir de là, Osvaldo, c'est plus le même match, hein. Quand tu as une équipe qui ouvre le score après une minute de jeu, tous les plans que tu fais d'un côté et de l'autre, voilà, tu les revois tout de suite. C'est certain que c'est ce qui s'appelle véritablement avoir tous les plans qui partent, enfin, qui vont à volo. Et puis c'est vrai aussi qu'on va le voir assez rapidement. La défense de Kriens ne va pas forcément tirer les enseignements de cette première bourde, puisque sur le deuxième, ils sont pas beaucoup plus heureux non plus. Mais vas-y, on y vient, hein. Osvaldo, c'est quasiment l'occasion qui suit. Alors là, tout part de Moulay. Ouais, effectivement. Il y a finalement un centre hein, qui revient, qui va, qui va, qui va buter sur le gardien d'abord. Et puis, euh, et puis notre cher buteur qui est seul au deuxième poteau pour la glisser dans un trou de souris, certes, mais il est quand même bien libre alors qu'il y a cinq six joueurs de Kriens qui sont, qui sont dans les 10 mètres, on va dire, qui les séparent de la ligne de but. Ouais. Pour le coup, Diomandé, il a vraiment la place, en tout cas, d'armer sa frappe. Il y a une très mauvaise occupation de l'espace dans la zone entre la ligne de but et le point de pénalty de la part des joueurs de Kriens. Ouais, moi, ce qui m'a choqué, c'est plutôt la première partie, en fait. C'est parce qu'en fait, Keita reçoit le ballon. Moulay ne met pas forcément un très bon ballon, hein, à Keita, ce qui permet le tacle de fait, justement, le numéro 4. Et là, Keita a le ballon dans les pieds et tous les Lucernois s'arrêtent pensant que le ballon va sortir en corner. Et en fait, Keita, non, il arrive à stopper le ballon, à se relever. Et là, il y a un gros, gros manque de réaction. On voit tous les joueurs lucernois trottinent ou s'arrêtent de jouer. Et puis voilà, alors après Keita, il remet le ballon fort devant le but, et il y a une bonne intervention, puis là, c'est un peu le hasard, le ballon aurait très bien pu revenir dans les pieds d'un défenseur qui aurait pu la dégager, puis là, Diomandé, il fait tout juste parce que elle n'est pas facile à mettre. Il est seul, mais il y a de l'opposition un peu devant, il y a le gardien qui revient, donc c'est pas un but tout fait non plus, donc voilà. Non, non, c'était pas un but tout fait. Après, mérite à demander de la glisser où il la glisse. Ce que je veux juste dire, c'est que là aussi, je veux dire, si le buteur au deuxième poteau, il a cette liberté-là et que ce but, on l'encaisse nous, on va fortement fustiger le placement de notre défense parce que pour le coup, il y a bien assez de joueurs de Kriens dans les 16 mètres pour surveiller mieux Diomandé que ça et lui laisser moins de temps pour aller à la frappe. Après, la frappe elle n'est pas facile à mettre non plus. C'était ça Ouais, que je voulais souligner. très clairement. 35e minute, on passe tout près du chaos, hein, pour Xamax. C'est un corner direct de Michael Facchinetti. Alors, je dois t'avouer que sur le direct, ça m'avait un peu échappé. J'ai cru que c'était le gardien qui la sortait, mais en fait, on est passé pas loin d'un corner rentrant, hein, puisque c'est la barre transversale qui renvoie ce but. Donc, voilà, Michael Facchinetti a été tout proche, je pense, d'inscrire le plus beau but de sa carrière, hein. Il n'en inscrit pas beaucoup des buts, lui. Donc voilà. Et puis, mine de rien, avec 2 buts d'avance, un Kriens un peu inoffensif, eh bien, le match s'endort un petit peu, ça ronronne un petit peu. Et puis, à la 38e, les joueurs lucernois reviennent au score, mais on va dire de manière un petit peu surprenante quand même, Osvaldo, parce qu'ils n'avaient pas exercé une pression incroyable. Et puis, ce but, voilà, c'est un petit concours de circonstances d'abord, puis ensuite, c'est une frappe pure de l'attaquant, rien à faire pour l'Icar. Voilà, c'est pas une action non plus où on se fait balader du début à la fin de l'action. Bah, c'est-à-dire que le centre à la base d'Heiniger, il est freiné à l'origine. Le buteur qui finalement réussit à envoyer Ruffener, qui réussit à envoyer cette frappe sèche en première intention qui laisse l'Icar complètement sans réaction.
Ce qui est bien exécuté, hein, au niveau de l'équilibre, Oui, parce qu'on sait que ces ballons, ils sont pas faciles à prendre. Et après, voilà, c'est beaucoup d'espace à l'entrée des 16 mètres et il en profite, il se pose pas de questions il a un bon pour pied mettre. gauche, hein, Ruffener. On pour- l'a vu à 2 reprises lors de ce match. C'est On le clair, voit déjà là, à la c'est première clair. reprise. Et puis ensuite, Neuchâtel Xamax qui va reprendre 2 longueurs d'avance tout juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel hein, en fait de cette première mi-temps. Alors un but, une contre-attaque hein, très propre, mais alors on va dire très surprenante dans la finalité. Le joueur qui la met au fond, Osvaldo, en l'occurrence Camara, on s'attendait pas du tout à le retrouver lui dans cette zone. Non, 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 c'est clair, et c'est une action pour le moins improbable. Après, on parlait tout à l'heure de la flexibilité de ce système. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, mais là, pour le coup, ouais, là aussi, hein, je veux dire, on parle d'une défense qui est quand même assez bien dégarnie encore du Oui, côté de Kriens, et puis qui laisse des espaces à ce stade. Je veux dire, si ça défend comme ça toute la saison, on est reparti pour un 2021-2022 bis, hein, très ouais. sincèrement. Parce que sincèrement, on disait comment est-ce que le défenseur se retrouve là, mais là, ils sont trois dans l'axe, il n'y a personne qui suit. Et finalement, en y allant au petit trot, hein, en y allant au petit trot, tu arrives quand même à glisser le ballon à Camara qui Ouais, peut alors conclure sans Camara, du coup, lui, il opposition. va pas du tout au petit trou, hein. Non, Par mais contre, je parle de la ouais, ouais, course qui précède la passe décisive. Là, tout à fait. on est vraiment, je veux dire, on n'est pas sur une remontée fantastique d'un joueur qui possède enfin, qui remonte le ballon à une vitesse effrénée, quoi. Je Non, trouve que non, mais Diomande, il joue bien le coup, hein. Il il observe, joue il bien voit le son coup. coéquipier. Et Camara, c'est exactement ce qu'il veut faire, hein. Il voit que c'est dégarni, il se dit, allez, j'y vais. Et puis, c'est extrêmement bien joué. Alors nous, moi, je m'attendais peut-être plutôt à voir Keita dans cette zone-là, peut-être Vendo aussi. Bon, ben voilà, tant pis. Mais je dois avouer que quand j'ai vu que c'était Camara, en fait, le buteur, j'étais assez surpris. Ouais, Keita, il est sur la gauche, en fait, Mhm. à ce moment-là de l'action. Donc, euh, donc voilà, 3-1 pour Neuchâtel Xamax à la mi-temps. C'est quand même un score assez logique. Je pense que le score le plus logique aurait été 2-0. Kriens marque quand même un peu sur sa seule occasion et puis un peu contre le cours, contre le cours du jeu. Mais Neuchâtel Xamax mérite ses 2 buts d'avance à ce moment-là du match. Et puis sans être vraiment non plus étincelants, ils ont quand même profité des largesses défensives de Kriens et puis aussi d'une relative innocence offensive quand même aussi, hein, Ouais, faut le dire. ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire que les deux buts d'avance, l'écart de deux buts est logique. Maintenant, à partir du moment où Kriens marque sur sa seule occasion, bah, c'est vrai qu'on a repris avec mérite ces deux buts d'avance avant de rentrer au vestiaire. Et finalement, ça reflète assez bien la supériorité qu'on avait sur cette première période. Oui, effectivement. Et puis le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, alors Xamax n'est pas en danger, on possède moins le ballon que notre adversaire, mais on n'est pas forcément mis en danger. Et puis le match, Osvaldo tourne quelque part, pas complètement, mais en tout cas la physionomie, elle change à l'heure de jeu suite à tout simplement un fait de jeu hein, pour le pauvre Uros Likar qui, on va dire, aurait certainement souhaité connaître une première un peu différente de ce qu'il a connu. Ouais, ben, c'est clair. Ben, il y a un choc assez important avec un joueur de Kriens, et quelque part, ben, on comprend assez vite que c'est grave, et ben, le diagnostic est sans appel, c'est commotion cérébrale, enfin, qui va le laisser éloigné des terrains pendant un petit moment. Mais c'est dommage parce que enfin, il se réjouissait certainement beaucoup de cette reprise. Et donc, c'est Anthony Mossi qui prend sa place dans les buts. Mais quand même un coup dur parce que quand ton gardien qui est présumé titulaire se blesse comme ça à la première journée, alors qu'il vient d'arriver, hein, c'est son premier match avec son nouveau club, Ouais, tout en sachant que je veux pas manquer de respect à Anthony Mossi, mais quand il a eu à faire ses preuves, et qu'il a dû remplacer Edin Omeragic au pied levé, il ne s'est pas non plus montré des plus infranchissables c'est la saison dernière. Voilà quoi. C'est déjà un premier coup dur enfin, qui doit certainement trotter un petit peu dans la tête de Bruno Berner.
Oui, effectivement. Alors, on va le dire, hein, un contact totalement fortuit, hein. Il y a aucune volonté du joueur de Kriens de faire faute. C'est un duel et puis, et finalement, le duel en lui-même, il est pas dangereux, même si le joueur de Kriens fait faute. Mais c'est surtout là, c'est pas le choc avec le joueur, hein, c'est la manière dont il retombe. Il fait un espèce de salto vers l'avant. Mmh. Qui provoque cette mauvaise chute. Alors, on avait été un peu rassuré de le voir bouger sur la civière quand il est sorti et puis, merci au club, hein, aussi d'avoir donné des nouvelles très rapidement et rassurantes aussi sur l'état de santé de Roslikar. Ouais, tu le disais Osvaldo, commotion cérébrale. Ouais, moi, je pense qu'il va quand même manquer, les 2-3 prochains matchs, sachant que, dans les 3 prochains matchs, il y a aussi le match de coupe à Meyrin où on peut s'attendre à ce qu'il allait de toute façon pas forcément être titulaire, vu, voilà, souvent les équipes font un peu tourner, le poste de gardien. Donc, probablement qu'à Ville et puis ensuite, la semaine d'après à Carouge, on le verra pas et puis ensuite, à voir s'il est remis pour Meyrin, s'il est titularisé ou pas. Mais, voilà, plus de peur que de mal. Mais voilà, Guillaume Fèvre, qu'on a reçu sur le plateau, on connaît un rayon sur le sujet et puis s'il a vu les images, il a sans doute pas dû être rassuré non plus par cette chute de Licard. Voilà et puis, ben, ce fait de jeu, hein, finalement, il fait un peu tourner le match. Il déstabilise, mentalement, hein, l'équipe et puis on a, bah, Xamax offensivement n'a pratiquement plus existé, hein, jusqu'à la fin du match, Osvaldo, pas eu de réelle occasion de complètement enfoncer le clou. Pire même, dans la continuité de la sortie de l'Icar, Kriens revient à une longueur sur, une action où là aussi, les largesses de la défense xamaxienne ont été quand même, passablement montrées. Oui, effectivement. Ben, là, en l'occurrence, ben, on peut rien imputer on peut rien reprocher, pardon, à Anthony Messi, mais c'est vrai que par contre, Fontana ne suit pas son joueur et il le laisse complètement partir dans le dos de la défense. En l'occurrence, il s'agit, de Roufener qui met encore une fois qui met son doublé Ouais, et c'est vrai que, bah, à l'instar un petit peu des buts encaissés par Kriens, on fait pas preuve d'une grande rigueur dans le repli et Ruffener en profite pour mettre cette magnifique frappe, enroulée, ouais. heu, en sachant on a frisé le code quand même encore, à la fin du match On y puisqu'en plus reviendra. J'aimerais c'est ça. commenter un petit peu cette action. Pour moi, il y a tu imputes à Jonathan Fontana la responsabilité, mais en fait, je pense que la responsabilité elle est double. Elle est aussi imputable à Michael Facchinetti parce qu'au moment où le joueur, le 11, il pique dans l'axe, Michael Facchinetti, il lâche le buteur, hein, le numéro 27, mais il donne pas d'indication à Fontana. Là, normalement, il doit C'est indiquer vrai, à Fontana: «Garde-le, serre-le». Parce qu'en c'est fait, vrai, qu'est-ce que fait, Michael Facchinetti? Il va couper l'axe, il va essayer de contrer, la frappe, il va essayer de doubler, Camara sur l'avant-centre. Mais en fait, du coup, le 27 se retrouve tout seul et là, il doit dire à Fontana: «Viens dessus». Parce que Fontana, au moment où l'action se passe, il est plus haut. Donc soit il doit rester dessus et puis il dit à Fontana: «Presse-le, va le presser, le numéro 11, ou alors moi je vais dans l'axe, je referme l'axe, mais toi tu le suis». Et là, il y a pas, on voit, hein, sur l'image, il y a pas du tout de communication et Fontana, ben, il sent pas le coup, c'est vrai et puis, ça du coup, ça laisse un boulevard pour Ruffener et puis là, ben, je disais avant, il a un bon pied gauche. De voler, c'était nickel. Pour ouvrir le pied, c'est nickel aussi. Bon voilà, est-ce que Mossy aurait pu arrêter ce ballon? Je suis pas persuadé, elle est quand même très, très, très bien enroulée. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la communication et c'est des choses qui, voilà, c'est là où Bruno Berner aura du travail dans le positionnement, défensif parce que, ben, là, tu peux pas en fait la défense, elle doit être constamment en train de communiquer, que ce soit par la voix ou par le geste, surtout quand l'équipe, adverse attaque et se projette vers l'avant. Les repositionnements, les coups d'œil dans le dos, tout ça et là, ben, Michael Facchinetti, c'est quand même un joueur d'expérience. C'est un latéral gauche de formation aussi, hein, donc il sait comment il doit se positionner en tant que latéral. Donc voilà et puis Jonathan Fontana, bah, il est un peu haut au départ de l'action. Alors je me souviens plus s'il redescendait après une phase offensive, c'est possible. Mais voilà,
C'est vraiment un manque de communication doublé à quand même, on va pas lui enlever une belle finition de l'attaquant. Ah, au moment du 3-2, Osvaldo, il reste encore une bonne demi-heure de jeu, voire même plus, parce que on sait que le jeu a été arrêté au moins 5 minutes. Au moins, je pense que c'était même plus 7-8 que 5, suite à la blessure de l'Icar. Donc là, on se dit, il y a encore 35 minutes faciles pour Kriens pour revenir dans le match. Alors, on n'a pas trop tremblé, on n'a pas trop transpiré, sauf à la 85e, où là, alors on a déjà souligné les largesses défensives de la part de Kriens, mais on espère qu'ils vont pas rater trop d'occasions comme ça pour eux dans cette saison, parce que celle-là, elle était inratable, surtout dans sa phase initiale, hein. Oui, ouais, bah, c'est clair. Alors après, Messi a le mérite de rester concentré jusqu'au bout, mais punaise, quoi. Je veux dire, il est seul à 6 mètres, hein, qui arrive en pleine course. Et sincèrement, il a le but absolument grand ouvert pour conclure. Pointe de réussite pour Messi. Mais c'est clair que si t'en rates plusieurs des occasions de ce genre dans une saison comme ça, ça peut vite te coûter cher, hein. Ouais, 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 effectivement, hein, et puis, du coup, ben, le 1er geste défensif, c'est Nathan Garcia, hein, quand même, hein, Osvaldo, qui est là pour contrer la première frappe. Ensuite, l'attaquant de Mhm. Kriens se heurte à Anthony Mossi, qui reste solide sur ses appuis, qui fait l'arrêt. Et puis ensuite, le ballon est dégagé à ce moment-là par Camara. Là, on l'échappe. Ça doit finir au fond. On est persuadé que si c'est une équipe bien rodée offensivement, là, c'est 3-3. Ça Là, pardonne c'est pas goal, ce ouais. genre d'action. C'est goal là, de Là, 200%. ça, c'est goal à 200%, ouais. Et quelque part, ben, ça montre un petit peu que face à un adversaire qui nous a quand même fait des beaux cadeaux pour nous mettre sur les meilleurs rails possibles, 2-0 après un quart d'heure, 3-1 à la mi-temps. C'est vrai que, alors oui, c'est clair qu'après on a notre mésaventure avec la sortie sur blessure de Licard, mais c'est quand même ce sont quand même des signaux d'alarme qui sont assez importants et symptomatiques pour la suite de la saison, parce que pour le coup, t'as même pas besoin de te retrouver en face d'une équipe qui joue forcément la promotion ou le haut de tableau pour que ce genre d'occasion soit au fond, hein. Il suffit d'avoir en face une équipe un peu plus rodée de Challenge League. Mhm. Ça peut vite faire mal. Donc, voilà quoi. Des premiers signaux déjà dès la première sortie au niveau défensif qui démontrent qu'on a encore beaucoup de travail au niveau de la maîtrise d'un match pendant 90 minutes, quoi. Ouais, et puis un banc qui n'a rien apporté, hein, ou presque, on va dire, en tout cas d'un point de vue offensif, pour aller placer des contres, pour essayer de tuer le match. Il y a malheureusement rien eu. On n'a pas eu droit au chapitre offensivement quasiment toute la deuxième mi-temps. Nos auditeurs ne s'y sont pas trompés, hein. Ils ont constaté une deuxième mi-temps très faible, et puis un apport du banc totalement insuffisant. Alors, on va peut-être déjà répondre à une petite question que nous a posée Timéo. On le salue d'ailleurs, Timéo. Euh, il nous demandait si on était plutôt Bayard ou Caraco comme titulaire. Alors, Osvaldo, tu vas apporter, j'imagine, une réponse tout en nuances. Ouais, alors moi, enfin, de base, Bayard au niveau de la présence pour le collectif, hein, au-delà de son poste, je le considère sur la longueur de ses prestations, même de la saison passée, je le considère comme plus essentiel qu'un Caraco, qui pour moi a moins d'importance dans le leadership. Ça, c'est ma position. Après, on sait aussi que Bayard a beaucoup joué latéral la saison dernière et que Caraco, quelque part, a été un joueur d'appoint, si on veut, un peu toute la saison dernière. Donc, moi, je dirais plutôt Bayard. Mais après, c'est personnel. Ouais, pour moi, c'est ces deux joueurs, même s'ils portent le même titre, à savoir milieu axial, mais c'est deux joueurs qui sont complètement différents, avec des qualités différentes.
Donc, Bayard, c'est vraiment la sentinelle, c'est le gratteur, c'est le motivateur. Et puis Caraco, ben, il a quand même des qualités de percussion hein, vers l'avant qui sont très intéressantes. Donc, pour te répondre, Timéo, j'aurais envie de dire les deux titulaires et Abedini sur le banc. Voilà. Voilà, ouais, Voilà t'as raison, la nuance que moi je vais apporter. Pour moi, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant avec un espèce de trident, Diomandé, Caraco et Abedini, et Bayard. Donc voilà. Alors dans l'importance pour l'équipe, pour le collectif, Bayard comme toi un petit peu au-dessus. Après pour leur qualité, je pense qu'ils mériteraient les deux d'être dans un système où ils sont les deux titulaires. ouais. Après, vu que tu parles d'Abedini, moi, c'était aussi le gros flip parce qu'on a quand même parlé sur cette fin de débrief du manque de maîtrise et puis du manque de capacité à tenir notre avance hein, sur la fin du match. Moi, je t'avoue que j'ai quand même, nous qui avons tant encensé notre capitaine la saison dernière, a raison. Moi, je t'avoue que quand je vois première composition après les difficultés qu'a connues notre capitaine la saison dernière et que je vois qu'il est en plus placé titulaire au centre de la défense à 3, déjà qu'il a vraiment pas porté satisfaction en 6. Je me dis, j'espère que ce n'était que l'histoire d'un match parce que pour le coup, ça, c'est typiquement le genre de positionnement. Quand on voit les difficultés qu'il a eu en numéro 6, je pense que ça peut que empirer ses performances que de le mettre à un poste aussi important au niveau du leadership. Et puis surtout finalement d'être le dernier rempart devant l'Icar, quoi. Je veux dire, pour la saison qu'il a faite la saison dernière, c'est quand même un sacré risque. Quand on voit, ben, aux prestations auxquelles il nous a habitués depuis qu'il porte ce maillot. Oui, je pense que, c'était vraiment, la composition avec laquelle enfin, Bruno Bernard a dû composer parce que, on avait quand même Thilo Reinhardt qui, était diminué physiquement. S'il avait été à 100 de ses moyens, probablement qu'il aurait commencé le match et puis on a quand même, Léon Bergsma et le tout fraîchement arrivé, le retour de Niklas Gunnarsson. Des 2 ont été sur le banc, seul Gunnarsson est rentré. On sait que Bergsma a quand même été passablement en difficulté avec, son genou, toute la fin de saison passée. Mais, voilà, on espère que les postes de défenseurs centraux seront en concurrence entre, les 3 joueurs que je viens de citer et puis Camara qui a fait un match très propre. Moi, les 3 renforts, on va dire, principaux qui ont débuté le match, Camara, Keita, Diomandé, Osvaldo, j'ai bien aimé. Ça m'a donné une petite vibe de quand on avait des très, très bons joueurs africains, à Neuchâtel Xamax, que ce soit la filiale, camerounaise ou la filiale sénégalaise. Mais, voilà, j'aime bien ces profils et Diomandé a d'ailleurs été élu homme du match de manière totalement, méritée. Il a été au four et au moulin, hein, le milieu défensif. Mais il a plus joué comme box to box que comme milieu défensif sur ce match, hein. Oui, oui, et puis il a beaucoup apporté sur la phase offensive, donc non, non, je te rejoins par rapport à ça. Ouais. Et puis Vincent Ndendo dans un travail un petit peu ingrat, alors, il pèse beaucoup, hein, sur les défenses, il attire beaucoup le ballon, il fait remonter le bloc. Donc, voilà, j'espère qu'il va ajouter à ça aussi un petit peu de finition et nous mettre quelques buts parce qu'on a quand même, pas loin de 40 buts, qui sont partis de la saison dernière. Donc, voilà, il faudra les mettre ces buts. Voilà. C'est certain. Osvaldo, c'était la conclusion, c'était quand même un match de reprise, hein, on l'a vu, des 2 équipes qui sont pas encore complètement, rodées. Kriens d'un côté qui doit s'adapter au rythme de la Challenge League, Xamax qui de son côté doit se reconstruire en tant qu'équipe. Si on fait le compte rapide, hein, on avait quand même un, 2, 3, 4, 4 joueurs qui n'étaient pas dans l'équipe au coup d'envoi. On a un Vendo et un Michael Facchinetti qui n'avaient plus beaucoup de temps de jeu en fin de saison. Donc voilà, tout est à reconstruire. Petit sujet d'inquiétude quand même, le banc. Le banc qui est quand même très très léger, qui n'a pas fait de différence offensive, qui n'a pas donné les mêmes garanties au niveau défensif. Donc,
je crois qu'on serait quand même bien inspiré de pas fermer l'œil sur le mercato, Osvaldo. Oui, ben oui, il faudrait continuer dans l'idéal à recruter. On sait que c'est la particularité, hein, finalement, du championnat suisse, c'est que le mercato, il est encore ouvert, le mercato étranger est encore ouvert bien 1 mois et demi après la reprise du championnat, puisqu'on reprend mi-juillet et le championnat, le mercato est encore actif jusqu'à la fin août, même jusqu'à la fin septembre pour ce qui est du mercato suisse. Ouais. Donc, donc c'est clair qu'il faut garder un œil maintenant. À voir ce qu'on arrive à prendre aussi, hein. On Oui, sait comment parce ça se que, passe de ce côté-là. toutes les places de, non HTP, hein, non home trained players, sont prises, hein. On a Licard, on a Camara, on a Diomandé, on a Keita et puis se rajoute encore à ça, maintenant Gunnarsson, hein, tout fraîchement, recruté, Bergsma également. Donc voilà, pour recruter, surtout au niveau offensif, on va dire qu'au niveau c'était essentiel aussi au niveau défensif, mais on a Gunnarsson qui est arrivé. Mais au niveau offensif, ben, probablement qu'il faudra aller chercher sur le marché suisse. Donc ça veut dire 2 choses, Osvaldo. Soit des joueurs qui n'ont pas eu de contrat pour le début de la saison, ce qui n'est pas super encourageant, ou alors obtenir des prêts, de joueurs de Super League, qui n'auraient pas beaucoup de temps de jeu. Il y a pas 36 000 solutions malheureusement. Oui, oui, bah alors là, pour le coup, à choisir, je préférerais largement la première, hein. Après, il faut Mmh. voir toujours quel niveau ont les joueurs de Super League en question. Mais à choisir, c'est clair que je préférerais la première solution, enfin, la solution du prêt de joueurs de Super League à ce stade. Ouais. Même si malheureusement, je suis pas un énorme fan du prêt, mais bon, c'est un peu ce à quoi on est réduit, malheureusement. Oui, mais c'est quand même un petit peu triste parce que finalement le constat est un peu toujours le même. Quand tu commences la saison, le cœur dans ton équipe, il doit être fait et Bah puis oui. ensuite la fin de mercato sert encore à faire quelques ajustements, à consolider, le banc justement, à faire en sorte que les joueurs qui viennent du banc soient quand même de qualité et puissent faire des différences si nécessaire. Et là, on a un peu ce sale goût dans la bouche, hein, Osvaldo, pour pas dire ailleurs, que, notre équipe, elle est pas complète. On commence la saison et elle est pas complète. Le secteur offensif, il n'est pas complet. Bah, du tout, absolument pas et Il est pas complet en c'est nombre et il est pas complet en qualité. non et c'est finalement, bah, comme on l'a dit, hein, c'est une, sensation à laquelle on est habitué, mais qui vraiment quoi, saison après saison après saison, c'est compliqué parce que tu vois des clubs comme le SLO, comme Carouge. Bon, le SLO, on sait qui a la direction sportive, mais je veux dire même Carouge qui a vécu une saison quand même de transition avec Pedro Nogueira la saison dernière, et ben, ils ont réussi à être plus proactifs sur le mercato que nous, quoi. Alors que je pense pas qu'on parle des moyens financiers d'un Haro, d'un Vaduz qui est monté ou des clubs comme ça, quoi. Ou C'est des même des clubs nôtres, hein, parce que les moyens voilà, financiers de Xamax ne sont pas si mauvais que ça, il faut le rappeler, hein. voilà. Donc, on se demande ce qu'on fait à l'intersaison, quoi. À ce moment-là, quoi. Mmh. On a Et quand même comme un d'habitude. peu l'impression que, voilà, on paye un petit peu, cette, gestion, catastrophique presque saison après, après saison et puis que peut-être au bout d'un moment, voilà, les joueurs n'ont plus envie de revenir relever un défi chez nous. Je Comme d'habitude, où est le projet, quoi? C'est un mmh. peu ça, c'est un peu la Effectivement, question. où est le projet? Alors, on aura l'occasion de revenir. On va pas taper non plus tout le temps là où on devrait semaine après semaine, mais bon, voilà. Après un premier match de la saison, alors on a été rassuré quand même de voir que on était capable de se créer des actions offensivement, mais en même temps, on relativise et on attend d'avoir une opposition peut-être un petit peu plus solide et structurée en face pour se prononcer. Par exemple, la semaine prochaine. Eh bien, tu viens de nous trouver la transition toute rêvée pour, la rubrique suivante, Osvaldo. La rubrique suivante, c'est le briefing du prochain match. Pas énormément de choses à vous dire, hein, c'est le début de saison c'est déjà un déplacement, qu'on affectionne tout particulièrement dans la saison, Osvaldo, c'est le déplacement de la Lidl Arena pour y affronter le FC Ville. Alors le FC Ville,
aussi a connu passablement de mouvements, hein, pendant cette intersaison, mais on va dire que c'est une habitude, hein, quand même du côté du FC Ville, qui est un club qui fonctionne quand même passablement aussi avec les prêts de Super League, donc ils ont l'habitude d'avoir des joueurs qui font une ou maximum des fois 2 saisons, mais ils ont quand même eu le départ de, leur capitaine, hein, Castro Tendao, qui a rejoint, le FC Haro, et puis, Marouane Agige, hein, qui avait fait un très bon championnat la saison dernière. Donc voilà, beaucoup de changements de ce FC Ville. Il faudra attendre sûrement quelques matchs avant de voir ce qu'ils valent réellement. Ils se sont imposés 5-4 dans un match un peu fou du côté du Grunfeld contre Rapperswil-Jona. Mais Osvaldo, on aura très probablement une opposition un tout petit peu plus solide que Kriens. Ah, très certainement, ouais. Ça va faire, je dis ce que je dis. Moi, c'est ce qui est en fait un peu compliqué avec la victoire de vendredi, c'est que tu sais par expérience que le niveau d'adversité va fortement augmenter déjà dès la deuxième sortie. Malgré un Ville qui a aussi l'habitude de beaucoup bouger à l'intersaison, mais je veux dire, c'est un tout autre contexte. Et c'est vraiment un stade qui ne nous réussit pas du tout. Et sincèrement, on n'a pas forcément on n'a pas forcément des certitudes, on n'a pas forcément les certitudes qu'il faut en plus dans notre effectif de cette saison pour se dire qu'on va briser ce genre de tabou-là. Donc, il y a plutôt toutes les raisons pour être pessimiste avant de se déplacer du côté du canton de Saint-Gall. Oui, effectivement. Bon, on était déjà pessimiste avant la réception de Kriens, ça s'est plutôt bien passé. Donc Oui, voilà, à voir. Et on va dire que ce match à Ville, on préfère aller le jouer à la deuxième journée qu'à la neuvième journée. Voilà. oui. On dit ça comme ça. Pas grand-chose de plus à vous dire. C'est le début de saison. Et puis, encore beaucoup de choses doivent se construire à gauche, à droite, avant de tirer les enseignements définitifs. Du coup, bah voilà, Osvaldo, on peut passer gentiment à la conclusion de cet épisode. Yes. Voilà, une petite chose à vous dire pour la conclusion de l'épisode. Vous l'avez certainement vu un peu sur nos réseaux. On a décidé d'écouter enfin votre doléance de rendre les épisodes plus courts, hein. Vous étiez nombreux à vous plaindre, entre guillemets, de la relative longueur des épisodes. Donc, c'est aussi notre souhait de raccourcir un petit peu ces épisodes. Et puis, un des moyens aussi de les raccourcir, c'est d'enlever les interviews qu'on fait d'habitude, où là, ça donnait souvent des épisodes très très longs. Et puis, mais pas de panique, on va quand même vous continuer à vous proposer des interviews, mais elles seront désormais proposées comme un contenu annexe, en vidéo sur notre chaîne YouTube et puis en audio également sur nos plateformes habituelles. On n'a pas encore décidé combien on en ferait l'année. On va pas se mettre un objectif précis avec un nombre précis. Vous en aurez quand même quelques-unes cette saison. Mais on vous a écouté aussi et puis vous étiez nombreux à nous dire, ouais, entre 30 et 60 minutes, c'était vraiment de la durée idéale. Alors des fois, on aura peut-être plus de choses à dire sur le match, hein. On va quand même pas se brider dans nos débriefings. Peut-être que quand on sera plus nombreux, il y aura aussi plus de choses à dire. Mais voilà, on vous a entendu. En tout cas, on est très content de vous retrouver, chers auditeurs. Et puis, on vous remercie aussi pour les quelques messages sympathiques là qui nous ont été donnés par Cédric et Loris notamment. Donc, voilà, Loris nous disait qu'il était la raison principale pour laquelle Xamcast était la raison principale pour laquelle il continue à suivre le club. Ça fait chaud au cœur. Et puis Cédric nous disait bah, bonne saison, merci à l'équipe de Xamcast et que Collet aille se faire. Il n'a pas fini sa phrase. Donc, on vous Ouais. laissera la terminer comme vous le souhaitez. Je vais faire une vanne, mais si Loris c'est bien celui que je crois, je l'admets, je lève les mains, je l'ai payé pour qu'il donne son commentaire positif, parce que je le connais. Non, si c'est bien parce que je sais que, mine de rien, il y a une équipe de gaillards avec lesquels j'allais au match à Lens à l'époque qui sont finalement ceux qui m'ont parlé là pour la première fois de ce podcast au moment où je les rejoins. Donc, et qui m'ont dit, faudrait que tu ailles taper à leur porte. Donc, si son nom de famille commence par M, c'est bien celui auquel je pense. Tu as bien vu. Alors, Voilà, on voilà. les salue très, très chaudement, Loris et Cédric.
voilà, qui font partie de nos auditeurs. Mais on vous salue tous, toutes et tous, chers auditeurs. On est content de vous retrouver et puis, n'hésitez pas à interagir avec nous et puis, bien évidemment, si vous avez envie de venir à l'antenne, eh bien, le podcast est toujours ouvert à tout le monde. Un podcast fait par des fans, pour des fans. Voilà, ça serait à la conclusion de ce premier épisode de la saison, hein. Osvaldo, merci à toi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.